Bonjour à toutes et à tous. L'intitulé de cette table ronde est effectivement comment renforcer la résilience des chaînes de valeur dans un environnement qui est instable. On a beaucoup parlé, un environnement bien évidemment géopolitique, un environnement économique, un environnement énergétique. Je sais que depuis ce matin, on a partagé énormément de chiffres. Allez, je tente ma chance, je vais en partager un nouveau, mais qui est quand même assez frappant pour essayer d'introduire un peu le débat d'aujourd'hui. 8%. Un grand constructeur automobile a vu son cours de l'action chuter de 8% en l'espace d'un jour, pour la simple et bonne raison que son fournisseur principal d'aluminium a été inondé pendant la nuit. Ce qui démontre bien, encore une fois, que la résilience des chaînes de valeur n'est pas un sujet que énergétique, mais économique, ce qui me permet peut-être de faire le lien avec ce qu'on a vu ce matin, comment réconcilier l'économie et bien évidemment la partie décarbonation. Et pour ce faire, j'ai à mes côtés 4 différentes perspectives. Isabelle Patrier, vous êtes, bonjour. Vous êtes la directrice de France de Total Énergie. Christine Lebihan-Graff, vous êtes l'avocate associée en charge du pôle transition énergétique du cabinet Hogan Lovells. Enchantée, bonjour. Carole Foisseau, vous êtes la présidente directrice générale du groupe Terega. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Isabelle Spiegel, vous êtes la directrice de l'environnement du groupe Vinci. Alors, ça va être très simple. On va parcourir 2 différentes séquences. La première qui est vraiment sur les risques, et on va étudier les risques liés à la résilience de la supply chain, de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur. Mais gardons quand même une petite touche d'espoir et abordons bien évidemment dans la deuxième séquence plutôt la partie levier et solutions. Carole, je me permets de me tourner vers vous pour la première question, qui paraît quand même assez simple en soi, c'est comment aujourd'hui aborder ces risques dans le système d'approvisionnement, sur le système gazier et comment y répondre. Alors c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'électricité, donc moi je vais vous parler un peu du gaz dans cette partie-là. Et j'aimerais déjà dire que le modèle gazier en France, il est à la fois robuste et efficace, il fonctionne bien, et pour 3 raisons principales. La première, c'est qu'on a un cadre réglementaire et régulatoire qui est solide. Ensuite, on a un système commercial de gestion des flux qui est très efficace en France via ce qu'on appelle la TRF, la Trading Région France, qui existe et qui marche bien. Et il intègre en fait des règles strictes pour les clients. Et typiquement, ceux qui souscrivent à nos capacités de stockage ont une obligation de remplissage à 85% de nos stockages au 1er novembre pour pouvoir aborder la période hivernale sereinement. Sinon, ils ont des pénalités qui sont plutôt très dissuasives. Donc on a un système en France qui est autonome et efficace. Ce n'est pas le cas de tous les pays européens, puisque certains opérateurs de transport et de stockage, notamment de gaz en Europe, font appel à un soutien direct de l'État pour pouvoir remplir le stockage. Ce n'est pas le cas en France. Notre système, il est autonome. Et puis la troisième raison importante, c'est la diversification de nos sources. Alors, le gaz aujourd'hui, en France, il est importé à 95%. Et il vient à la fois par voie terrestre, notamment principalement de Norvège, mais également d'Espagne. Et il vient également par la mer, sur les terminaux gaziers, avec notamment l'arrivée du GNL, le gaz naturel liquéfié, donc qui arrive par la mer, soit à Fos-sur-Mer, soit à Montoire, soit à Dunkerque. Donc ça, c'est une source du coup très, très diversifiée. Alors du coup, face aux crises géopolitiques majeures et récentes qu'on a connues, je pense notamment à la guerre en Ukraine ou à la guerre en Iran, en fait, le modèle gazier, il a su encaisser les chocs et il a tenu bon. Et il a, via 3 choses, les flux sont sécurisés, le stockage est rempli de façon optimale et les approvisionnements en GNL sont maîtrisés et également sécurisés. Alors au-delà, je dirais, de ce modèle national qui a fait ses preuves et qui marche plutôt pas mal, ce qu'on peut dire, et la force d'une entreprise, en tout cas comme la nôtre chez Terega, elle réside dans ses assets. D'une part, des installations qui sont bien entretenues,
et d'autre part des collaborateurs qui sont hautement qualifiés et engagés. Nos installations font l'objet d'une maintenance et d'un suivi rigoureux, et nous attachons beaucoup d'importance à l'excellence opérationnelle, au premier rang desquels je mettrais la sécurité, et je devrais même dire les sécurités, puisqu'il y en a trois, hein. Il y a la sécurité des personnes au travail, bien sûr, que tout le monde connaît, mais nous avons également la sécurité industrielle, qui est très importante pour nous, et puis la sûreté, cybersécurité, hein, zéro intrusion physique et logique, et qui est très importante pour nous en tant qu'opérateur d'importance vitale, hein, puisque nous sommes un OIV. Et du coup, cette excellence opérationnelle, c'est une réalité depuis qu'on existe, hein, depuis 80 ans, et ça nous permet de garantir notre mission de service public, la sécurité également d'approvisionnement, et de continuer à offrir à nos clients un taux de disponibilité de nos installations à 100%. Voilà, donc, et puis par ailleurs, cette base solide, elle nous permet aussi de nous projeter plutôt sereinement vers l'avenir. Alors maintenant, pour répondre à votre question sur les risques, en fait, je ne vois pas de risque majeur sur le gaz en France. En revanche, nous avons un enjeu, hein, un enjeu principal, c'est la baisse de la consommation de gaz, qui est progressive, mais qui est inéluctable. Tous les scénarios, que ce soit l'ADEME, la PPE ou la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone, nous donnent des scénarios alors, différents, de plus ou moins grande importance, mais de baisse de la consommation de gaz. Et donc, on est face à un ciseau tarifaire, c'est-à-dire qu'on a autant besoin, ou quasiment autant besoin de nos infrastructures, mais avec de moins en moins de volume, donc de moins en moins de consommateurs. Et donc, on va devoir avoir un cadre régulatoire qui va devoir en fait s'adapter et évoluer pour permettre aux opérateurs de continuer à opérer les infrastructures de façon sûre et avec la qualité de service qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que nous aussi, hein, on est face au défi de la transition énergétique. Le gaz, demain, sera 100% renouvelable, enfin je dirais même les gaz seront 100% renouvelables et bas carbone. Et au fond, on est face à une équation avec trois exigences, hein, c'est-à-dire la sécurité, la compétitivité, parce que tout ça devra être à un prix compétitif, et puis la décarbonation. Alors, j'aurais pas pu faire une meilleure transition. Effectivement, il s'agit de résoudre cette équation ô combien complexe, compétitivité, souveraineté, et puis la partie bien évidemment décarbonée. Isabelle, je me permets de tourner vers vous. En amont de notre échange, on avait un peu échangé et j'avais employé le mot comment arbitrer entre ces trois différents triptyques ou dynamiques. Vous m'aviez justement repris en me disant attention, il ne s'agit pas d'arbitrage, il s'agit d'alliance. Donc c'est la question que je vous pose aujourd'hui chez Total Energy, comment vous alliez la décarbonation, la compétitivité et la sécurité? Oui. En effet, on n'arbitre pas, on mène tout de front. Et s'il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de décarbonation. Donc, il y a trois axes, hein. Nous, on nous demande à la fois d'être là pour nos clients, pour assurer la sécurité énergétique. On l'a vu depuis le 28 février dernier. De nouveau, hein, on a une nouvelle crise, hein, après celle de l'Ukraine en Iran. Vous avez 10% de la production qui est coincée derrière le détroit d'Ormuz. Comment est-ce que vous faites pour assurer l'approvisionnement à la fois en carburant et à la fois en gaz? Quand je dis carburant, ce sont tous les carburants, c'est essence, mais à la limite, l'essence, la France n'est pas tellement, elle est assez autonome en essence du fait de sa fiscalité qui a toujours privilégié le diesel. Donc en fait, on est importateur de diesel puisque la fiscalité diesel française depuis des décennies est plus favorable. Et on importe la moitié de nos diesels et une bonne partie depuis le Moyen-Orient. Et après, vous avez aussi le kérosène, qui est aussi un véritable enjeu, avec une vraie saisonnalité sur ce distillat, puisque le kérosène, il va avoir une pointe. Vous allez avoir l'essentiel de la consommation qui va commencer en juin et qui va avoir ses points d'orgue en juillet et août, parce que tout le monde prend l'avion pour partir en vacances. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde sur la planète. Et en parallèle, vous avez besoin d'énormément de diesel, non seulement pour rouler,
mais aussi pour assurer les climatisations, notamment des continents qui sont très climatisés. Donc vous avez une nécessité d'avoir une diversification de vos sources d'approvisionnement. C'est ce que nous avons fait. Je vais prendre le gaz par exemple. Quand il y a eu le conflit en Ukraine qui continue, assez rapidement, au début de ce conflit, le gaz en tuyau n'a pas pu être acheminé parce qu'il y a eu une attaque sur les infrastructures. Donc il a fallu se reporter sur du gaz. On s'est reporté essentiellement sur du GNL américain et sur du GNL du Qatar. Vous vous retrouvez en 2026, de nouveau une crise. Et là, c'est le GNL du Qatar qui est coincé derrière le détroit d'Ormuz. Donc il faut de nouveau assurer une certaine sécurité énergétique. Et cette sécurité, on arrive à l'assurer parce qu'on approvisionne 45% de la France en gaz. L'autre plus grand importateur, c'est Engie. En fait, on est producteur dans 11 pays. Donc quand vous êtes dans 11 pays, vous arrivez à avoir cette mitigation du risque géopolitique et ça vous permet d'assurer cette continuité d'approvisionnement. Je rappelle quand même qu'en France, dans le mix énergétique, 58% de l'énergie consommée en France est fossile et 90% de l'énergie du transport est fossile. Donc vous avez ces enjeux-là à résoudre. En même temps, et là je vais m'appuyer sur la PPE 3, qui vient d'être publié il y a quelques mois, il y a une inversion d'ici 2030 du mix énergétique consommé en France qui dit que ce 58% va se transformer en 40%. Et donc, dans les 60% qui seront bas carbone, il y en aura à peu près un tiers de l'énergie finale qui sera de l'électricité et une autre partie qui sera décarbonée, alors biocarburant, biodiesel, bioéthanol, biocarburant aérien durable, biogaz, géothermie. Enfin voilà, vous avez ce mix-là qui va représenter une part importante. Donc il faut investir. C'est pour ça que je dis qu'on n'arbitre pas. En parallèle, on investit à la fois dans l'électricité, donc production d'électricité renouvelable, stockage, parce que sans stockage, vous n'avez pas la chaîne intégrée de l'électricité et pilotage. Je vais vous donner 2 exemples. En janvier, il faut continuer à produire, parce que tout le monde dit on a beaucoup d'électricité en France, mais en janvier dernier, je crois qu'il y a eu plusieurs jours où on a tiré sur notre nucléaire, on a tiré sur notre hydroélectricité, sur les renouvelables, enfin, éolien, solaire. Et puis, avec les centrales gaz et la centrale charbon que la France a en Grand Est, en fait, tous collectivement, tous les énergéticiens n'ont pas passé le cap. Donc, il a fallu importer de l'électricité de chez nos voisins, d'où l'importance des réseaux, d'où l'importance des interconnexions et d'où l'importance de continuer à produire de l'électricité bas carbone, parce que dans 4 ans, on n'aura pas plus de nucléaire, mais par contre, on aura plus de consommation parce qu'on aura plus de demandes. Donc ça, il faut continuer, ne pas lâcher. Et puis, en parallèle, il faut continuer aussi à produire des biocarburants parce que ça permet à un certain nombre d'usages, notamment dans le transport aérien, terrestre. Les poids lourds, vous ne changez pas le moteur, vous utilisez des huiles usagées et forcément, vous pouvez décarboner ainsi. Et donc, quelle compétitivité? C'est le 3e pendant. En fait, la compétitivité, c'est le volume et c'est la réglementation. Si vous avez une vraie réglementation qui vous accompagne et qui dit vous avez 2% de taux d'incorporation de biocarburants aériens durables, dans le kérosène, ça sera 6 en 2030, ça sera 15, 20, 25, la négociation est encore en discussion en 2035. Si vous avez une véritable trajectoire de décarbonation, en fait, ça vous permet d'investir, ça vous permet d'avoir un marché. Et sans marché, vous n'avez pas de rentabilité, vous n'êtes pas compétitif. Mais par contre, peut-être que le message, quand on est une entreprise, quand on est un industriel, on investit sur le temps long. Je vais vous donner un exemple. Dans 6 mois, on va démarrer une bioraffinerie en Seine-et-Marne. Cette bioraffinerie, c'est la reconversion. On a mis 500 millions pour faire à la fois une unité de recyclage des plastiques et à la fois une bioraffinerie qui va faire donc des biocarburants aériens durables. On est entre Charles de Gaulle et Orly, donc on se dit que c'est pertinent.
Elle a été à l'époque inaugurée en 67 par Pompidou. Donc nous, on est quand même sur le temps très long. Et on ne fait pas cette bioraffinerie sur le timing d'un PLF. Donc nous, on a besoin de réglementation ambitieuse, mais stable, qui nous donne de la visibilité sur le temps long. Voilà, c'est peut-être mon message. Pour être compétitif, il faut un marché, il faut une réglementation, il faut s'y tenir. Ce n'est pas 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Il faut un marché, il faut une réglementation. Merci, c'est très clair. Effectivement, il ne s'agit pas d'un arbitrage, il s'agit plutôt d'une réconciliation entre ces 3 dynamiques. Ça, c'est toute la partie énergie. Pour autant, quand on raisonne à l'échelle des chaînes de valeur, l'énergie, bien évidemment, est une pièce maîtresse, mais pas que. Il y a toute la partie approvisionnement, il y a toute la partie matières premières, les matériaux, les fournisseurs, les cadres réglementaires. Et donc, Isabelle Spiegel, je me permets de me tourner vers vous maintenant. Chez Vinci, concrètement, et notamment pour les projets d'infrastructure, au regard de l'énergie, mais au regard de ces autres dynamiques, comment est-ce que vous caractérisez ces fameux risques ? Alors, effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a différents niveaux de maturité en fonction des sujets. Et si on prend le sujet de l'indépendance énergétique, qui va de pair avec la transition bas carbone et également une meilleure qualité de vie sur certains aspects, certains usages, l'électrification, c'est devenu une évidence. C'est-à-dire qu'on a complètement un alignement de planète dorénavant entre l'économie, l'environnement et même des enjeux sociaux sur l'usage. Et là, je pense que voilà, rien ne nous empêche d'y aller. Il y a tout à faire sur de la production, qu'elle soit nucléaire ou renouvelable, que ce soit sur ce qui vient d'être dit, sur les infrastructures elles-mêmes pour stocker, interconnecter, etc., les rendre plus résilientes, et puis sur la conversion des usages à l'électrification, que ce soit dans la mobilité ou dans le bâti. Voilà. Je pourrais y revenir, évidemment. Mais si on regarde tout ça, ça veut dire qu'on change aussi notre dépendance. Sur des pays comme la France, l'Europe. Et finalement, si on sort d'une partie de la dépendance aux fossiles, on va attirer d'autres matériaux critiques, que ce soit des métaux, que ce soit toutes les minéraux critiques et stratégiques au niveau européen. Et là, je dirais un groupe comme Vinci, on est présent sur la transition environnementale et énergétique en apportant des solutions. Et donc, moi, dans ma fonction, il y a 2 ans, on s'est dit il faut qu'on fasse une étude sur la criticité des matériaux. Alors, sachant qu'on n'est pas dans les chaînes de valeur les plus exposées à cette criticité ou à ces ruptures d'approvisionnement, c'est pas qu'on n'est pas touché, mais simplement quand on regarde les achats des entités françaises de Vinci, 90% des achats qui sont faits auprès d'entités françaises. Donc notre rang 1, c'est du local, et il y a même quasi 50% qui sont des PME, TPE. Donc on a quand même cette chance d'être dans des métiers de la construction, de l'infrastructure énergétique et de l'opération en fait, d'infrastructures de mobilité relativement locaux. Mais je dirais qu'il faut anticiper les risques et se dire est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va supporter de la volatilité des prix? Est-ce qu'on est capable de répercuter les prix sur nos clients qui, pour grande partie, sont publics? Est-ce que ça ne va pas avoir des impacts sur les marchés, etc. Donc ça fait partie des études un peu méthodo, théoriques qu'on a fait, qu'on a lancé. Et je dirais qu'on a rejoint des collectifs avec d'autres entreprises. Donc il y en a plusieurs. En l'occurrence, on fait partie de différentes associations. On a rejoint Circulaire récemment, où on travaille sur certains métaux, en l'occurrence, en se disant comment réconcilier effectivement cette notion de circularité avec une économie, ou une réalité plutôt industrielle. Et encore une fois, je pense qu'il y a déjà beaucoup de chiffres qui ont été donnés, mais la circularité mondiale, on dit, il y a le Circularity Gap Report qui nous dit que c'est 7%, donc de matériaux secondaires remis dans l'économie. Moi, je suis dans des métiers où, avec les agrégats, c'est des gros volumes, les agrégats, les sables, etc. On est à quasi 25% de recyclés en France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser plus loin. Donc, on a des objectifs, par exemple, chez Vinci Autoroute, de mettre en œuvre 50% de recyclés minimum et de recyclés venant des mêmes chantiers de Vinci Autoroute. On a poussé jusqu'à 100% de routes recyclées. Mais dans le collectif, de se dire ces matériaux qui finalement arrivent, panneaux solaires, batteries, etc. sur nos territoires, comment on les garde, comment on crée une économie du recyclage. C'est là que c'est intéressant en fait de se poser ces questions et c'est là-dessus qu'on va se rendre aussi beaucoup plus résilient. Et puis, je dirais que tout ça, ça veut dire qu'il faut bien réfléchir au modèle économique. Donc quelque part, c'est aussi ce qu'on porte dans certaines études prospectives.
On a pas mal regardé les enjeux de résilience, d'adaptation, alors que ce soit au climat ou finalement à toutes ces évolutions futures, et de se dire, voilà, travaillons ensemble sur des modèles économiques, sachant qu'on sait très bien que c'est en investissant maintenant qu'on va éviter des coûts de dommages futurs. N'empêche que répercuter à l'échelle d'un projet, d'un bâtiment, d'une infrastructure, c'est pas si évident. Donc là, on travaille avec des universitaires, on travaille avec des ingénieries, et surtout, enfin, je pense que c'est de la mise en commun de certains constats qui va nous permettre d'aller plus vite. Donc déjà, multi-industriel, et puis derrière, bien sûr, avec les pouvoirs publics aussi pour continuer à raisonner. Et je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit sur le fait qu'il faut faire en même temps. C'est-à-dire que là, on n'a plus le choix. Enfin, il n'y a pas de priorisation à donner ou autre. Il faut tout déclencher quasi en même temps en termes de solutions. Donc, il nous faut quand même une stabilité dans ce qui est donné comme ligne directrice, de plutôt flécher, je sais pas, les biocarburants ou la biomasse sur tel usage, tel, etc. Donc, la notion de merit order nous aide quand même à éviter de se disperser. Notion de merit order, tout faire en même temps. Donc là, on vient d'aborder beaucoup la partie compétitivité, également la partie décarbonation. J'aimerais peut-être qu'on insiste pour clôturer cette première séquence sur l'aspect sécurité ou souveraineté de l'énergie. Et Christine, je me tourne un peu vers vous. On sait qu'on est dans un contexte de recomposition géopolitique globale qui est ô combien changeant. Mais dans ce cadre-là, comment penser aujourd'hui les choix de dépendance, mais également en fait les choix d'autonomie aussi énergétique, de telle manière, encore une fois, à renforcer cette résilience dans les chaînes de valeur? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette question parce que je pense que c'est une question centrale. Derrière la sécurité d'approvisionnement, la sécurité énergétique, évidemment, c'est d'abord une question de souveraineté. Et la souveraineté, on l'a souvent confondu avec l'indépendance. Et la souveraineté, ce n'est pas l'indépendance. Enfin, les pays vivent, comme vous le savez, dans un monde globalisé qui est interconnecté. Donc, à part habiter en Corée du Nord, ce que je pense ici, personne ne souhaite, tout le monde est bien conscient qu'il ne produit pas tout ce dont il avait besoin. Hein, la crise du Covid et l'effet Doliprane, je rappelle qu'on découvre dans une crise sanitaire majeure qu'on ne fabrique plus de Doliprane sur le sol national. Donc, les dépendances, nous savons qu'elles sont absolument multiples, elles sont économiques, elles sont commerciales. Nous savons aussi que ce sont ces dépendances commerciales qui créent de fortes frictions, même avec nos soi-disant amis, donc le véhicule électrique et l'expression même de cette tension entre les Français et les Allemands. Les Français qui, d'un côté, veulent protéger leurs innovations en véhicules électriques avec leur champion national, et ils ont raison, Renault, et les Allemands, Das Auto, doit s'exporter dans des marchés débouchés qui sont principalement les marchés chinois. Donc on voit bien que les choses ne sont pas aisées, et lorsque l'on dit que la souveraineté énergétique, ce n'est pas l'indépendance, ça veut dire qu'on est capable de choisir ses dépendances, ou plutôt de choisir celles dont on n'a pas envie. Et quand on se pose la question de savoir si on peut choisir les dépendances dont on n'a pas envie, je vous renvoie tous évidemment au film sur le général de Gaulle, j'espère que vous l'avez tous vu, parce que c'est une belle expression de la souveraineté nationale. On commence à se poser un certain nombre de problèmes, puisqu'on a vécu pendant très longtemps dans ce que j'appelle un peu une illusion heureuse, l'illusion de la globalisation heureuse, en tout cas ma génération, et on est tombé évidemment d'assez haut avec la crise déclenchée par Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine, et la fin finalement de cette illusion heureuse, entretenue là aussi, je pense, au sein des politiques énergétiques européennes par la Commission européenne, qu'on pouvait importer notre compétitivité en se rendant dépendant de Poutine, c'est-à-dire de l'achat de gaz bon marché. Et donc, la résurrection de cette notion de souveraineté, elle traduit, me semble-t-il, la prise de conscience que le monde n'est pas l'univers enchanté, où nous serions dépendants des autres pour notre sécurité, mais que nous sommes à un moment où il nous faut retrouver de l'indépendance, coincés, pris en étau dans des tensions commerciales, géopolitiques internationales, entre d'un côté la Chine, et nous avons là aussi ignoré complètement tout du développement des Chinois. Nous avons cru qu'ils continuaient à faire des tâches de bas niveau, à exécuter des innovations que nous avions nous-mêmes promues. Et nous découvrons que la Chine est le vrai champion de la transition énergétique, c'est les Chinois. Puisque les Chinois savent tout faire, ils savent faire des ENR, fabriquer des ENR, faire des panneaux, on le sait, qui ont complètement tué
l'industrie des panneaux européens. Ils savent faire du nucléaire, alors que nous pensions que c'était quand même réservé évidemment aux Européens. Ils savent faire du GNL, ils savent construire des terminaux méthaniers, etc., etc. Ils produisent les matériaux critiques de la transition énergétique, plein d'acier, plein d'aluminium, à des prix sans comparaison avec les nôtres. Où est notre compétitivité face au prix de l'aluminium et au prix de l'acier chinois? Et enfin et surtout, ils exploitent les terres rares et ils les raffinent à 90%. Nous avons abandonné le raffinage quasiment complètement, évidemment, en Europe. Et cette domination aujourd'hui leur permet de nous faire du chantage, de nous imposer des restrictions, des quotas sur toutes les technologies critiques qui nous sont aujourd'hui indispensables pour réaliser la transition énergétique. Et de l'autre, nous avons une sorte de combiné étonnant aux États-Unis, d'une sorte d'approche souverainiste qui consiste à nous abreuver de droits de douane, dont la fixation est quand même un petit peu olé olé, je pense pouvoir le dire, et qui combine donc cette approche souverainiste avec un très profond scepticisme climatique, drill, baby drill, vous connaissez la formule. Donc je pense que les choses sont loin aujourd'hui d'être évidentes et elles sont très compliquées pour nous. Et pour rebondir sur ce que disait Isabelle, il n'y a peut-être pas évidemment d'opposition entre les trois grands objectifs de la politique énergétique que sont la durabilité ou la décarbonation, la souveraineté, c'est-à-dire la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité, mais c'est quand même pas facile aujourd'hui de les combiner ensemble. Et parfois, on doit les hiérarchiser. On doit se dire la priorité, c'est plutôt la compétitivité ou la priorité, c'est plutôt la sécurité. Et c'est pas certain qu'on puisse avoir les deux ensemble. Donc l'intérêt des crises dont nous avons toutes les trois parlé, la crise Covid, la crise de l'Ukraine, la crise du détroit d'Ormuz, c'est à minima de nous avoir ouvert les yeux, de nous avoir révélé que nous sommes vulnérables, que nous n'avons pas effectivement la puissance que nous pensions avoir, que nous sommes dans un monde finalement assez instable, auquel nous avons d'ailleurs réussi, et je reprendrai les termes de Carole, nous avons réussi assez vite à réagir et à nous adapter. Il faut quand même souligner la très grande réactivité des opérateurs gaziers pendant la crise ukrainienne, la capacité qu'ils ont eue évidemment à mettre en place des outils pour réagir à la pénurie de gaz. Rappelez que Total a fait venir au Havre un FSRU, c'est un bateau regazéificateur pour importer du GNL, que les opérateurs de GNL ont réussi à inverser les flux qui ne venaient plus évidemment de l'Est vers l'Ouest, mais de l'Ouest vers l'Est, parce que eux, les Américains, sont devenus exportateurs nets de GNL en un temps aussi record, et rendre hommage aux Norvégiens qui se sont mis évidemment à fournir beaucoup plus de gaz que ce qu'ils fournissaient auparavant à l'Europe. Et puis le détroit d'Ormuz a eu aussi cet avantage, me semble-t-il, moins de faire un appel à notre capacité d'adaptation, que de nous sortir de ce scénario de décarbonation lente, qui est le scénario décrit par RTE, dans lequel nous avons pris beaucoup de retard dans l'électrification des usages, véhicules électriques poussifs, la filière de pompe à chaleur en quasi-faillite, pour nous redonner envie, pour nous affranchir de notre dépendance au pétrole dans le cadre des transports, pour nous redonner envie de prendre en main notre destin. Et les chiffres tout à fait impressionnants du décollage, je dirais, de l'usage du véhicule électrique nous donnent à nouveau un petit peu d'espoir. Donc on a pu changer le paradigme de notre politique énergétique en Europe. On a été capable de le faire. Je pense qu'il ne faut pas croire, parce que ce serait tomber dans une nouvelle illusion, que nous allons le faire à un prix compétitif. Si nous voulons fabriquer nos panneaux photovoltaïques, ça nous coûtera nécessairement plus cher que de les acheter aux Chinois. Si nous voulons redevenir un grand pays minier, ça va avoir un coût qui n'est pas du tout celui de l'extraction des minéraux en Chine. Donc la question, je dirais, des outils de la souveraineté et de notre capacité à maintenir sur le sol national les industries qui sont nécessaires à la transition, eh bien, elle pose quand même cette question de savoir que pouvons-nous produire, à quel prix et sur quel fondement.
je relève, mais je ne sais pas si Boralex est encore dans la salle, je relève effectivement cette affirmation qui me semble tout à fait juste, qui est que notre scénario énergétique pour le futur, c'est bien de continuer à développer ensemble le nucléaire et les ENR, mais c'est bien de les développer ensemble, c'est bien de les développer tous les deux. Ils ne remplissent pas la même fonction dans notre mix énergétique. Le nucléaire, c'est de la base, alors que les ENR, ce n'est pas une énergie pilotable et ce n'est pas une énergie qui produit en base. Donc, il faut avoir cette capacité de combiner nos atouts dans des énergies qui ne doivent rien aux Chinois. Et c'est là un petit peu l'enjeu sur lequel, je pense, il faut insister. Mais on viendra aux solutions dans un deuxième temps. Merci Christine. Effectivement, à vous écouter, je me demandais si on devait quand même garder un peu d'espoir. Mais voilà, il semblerait qu'on puisse garder de l'espoir. Et je pense que c'est la deuxième séquence qu'on va désormais aborder. À moins que Isabelle, vous vouliez réagir sur un point. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, on parle compétitivité. Là, je fais tout tomber. On parle compétitivité, c'est vrai que c'est un enjeu. Je voulais rebondir parce que je vais donner l'exemple du moment où on s'est rendu compte qu'on était moins souverain dans l'énergie nécessaire la première semaine de mars. Parce que finalement, il y a quelques années maintenant, mon métier, c'était la distribution de kérosène pour Total et Énergie. J'étais présidente d'Air Total, donc on vendait, et on vend toujours, sur un certain nombre d'aéroports sur la planète. Et c'est un métier qui fonctionne par appel d'offres, et donc on fait un appel d'offres, et les compagnies aériennes les lancent, et on y répond. Et je me souviens, il y a une douzaine d'années, ils avaient lancé un appel d'offres sur Charles de Gaulle. Et d'habitude, j'avais un certain volume de mètres cubes de jet, ça s'appelle le jet A1 en Europe. Et tout d'un coup, ils me disent « Ah ben non, ça ne sera pas le volume que vous avez l'habitude d'avoir, ça sera moins 25% parce que moi, j'ai un trader au Moyen-Orient qui fait moins cher. Alors, je vais en prendre un peu chez vous, mais enfin, le reste, je vais le prendre au Moyen-Orient. » Puis d'année en année, le 25%, il s'est transformé. Et pourquoi on a 50% ? Parce qu'en fait, on a coupé de moitié notre production et notre raffinage français pour se tourner vers le Moyen-Orient. Et vous avez vu qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des problèmes, l'Italie notamment, qui a fait des notables, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de capacité d'approvisionnement sur certains de leurs aéroports en mars-avril. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème de compétitivité. Et peut-être qu'il faut se dire que le prix que vous payez quelque part, oui, c'est un coût, c'est peut-être un surcoût par rapport à ailleurs. Mais il a peut-être une valeur par rapport à ailleurs, parce que quand vous vous retrouvez, ça m'est arrivé la première semaine de mars, il y a un producteur qui utilise des produits pétrochimiques qu'on produit à la fois en France et que d'autres produisent au Moyen-Orient. Puis tout d'un coup, il s'est retrouvé sans produit, au bord d'arrêter son usine, parce qu'en fait, il avait un seul fournisseur, un seul risque géopolitique, pas mitigué. Et là, oui, mais sauf que quand nous, on a transformé, on avait 6 raffineries, on en a transformé 3. Il y a 2 bioraffineries, une qui va démarrer bientôt. Voilà. Et les autres, ils ont fait faillite ou ils se sont complètement arrêtés, en fait, parce que pour des raisons de compétitivité. Donc, c'est pas si simple. Pas si simple. Allez, on bascule sur la deuxième partie. On garde espoir et on va bien évidemment étudier les solutions, les différents leviers. Carole, je me tourne à nouveau vers vous. On parle beaucoup de stockage, on parle beaucoup de flexibilité. La semaine dernière, j'étais à Londres à la Climate Week, on parlait que de flexibilité, d'électrification. Ce sont des exemples, j'imagine qu'il y en a bien d'autres. Vous, chez Terria, comment est-ce que vous abordez ça et quelles sont les différentes solutions pour mitiger cette résilience dans la chaîne de valeur? Oui, alors la première des idées, mais elle a déjà été, je crois, bien évoquée, c'est la diversification des énergies. On a parlé de complémentarité entre le nucléaire et le renouvelable. Moi, je rajouterais la complémentarité entre les électrons et les molécules. C'est-à-dire que je rajoute le gaz, en fait, ou plutôt les gaz. Alors, il ne fait aucun doute qu'une grosse partie de l'énergie demain viendra bien sûr de l'électricité. Pour autant, tout n'est pas électrifiable. On a encore des process, notamment dans l'industrie lourde, qui ne sont pas électrifiables, tout comme dans la mobilité lourde. Et c'est là où finalement le gaz, et je dirais même les gaz, prennent toute leur place, surtout qu'ils pourront être eux aussi 100% renouvelables et bas carbone.
C'est reconnu, encore une fois, dans les scénarios à la fois de la PPE qui a été citée et aussi de la SNBC à différentes échelles. Et comme vous l'avez signalé, vous avez parlé de stockage, bah oui, un des avantages du gaz, c'est qu'il se stocke. Il se stocke facilement et il se déstocke très rapidement en fonction des besoins. Donc c'est un levier de flexibilité énergétique en fait, et donc complémentaire des autres sources d'énergie. Donc, alliance, je dirais, entre molécules et électrons. Et du coup, nous, fort de cette conviction, chez Teréga, notre ambition à l'horizon 2050, c'est de devenir un hub d'énergie 100% renouvelable et bas carbone. Et nous le faisons à travers de 3 molécules, le biométhane, l'hydrogène et le CO2. Alors, le biométhane, c'est 0% de dépendance géopolitique, 100% de valeur locale, non délocalisable. C'est le modèle de méthanisation à la française. Ce sont principalement des petites et moyennes unités qui sont exploitées par des collectifs d'agriculteurs. Le modèle est simple, avec des méthaniseurs, on rentre des déchets agricoles et on en ressort du gaz que les agriculteurs peuvent vendre, donc c'est un complément de revenu pour eux, et aussi du digestat, qui est un engrais pour leur agriculture. Donc c'est un soutien à l'agriculture. Bon, par ailleurs, ça utilise des réseaux qui sont déjà existants de transport et de stockage de gaz. Et puis, donc on doit, c'est vrai, en plus construire des installations qu'on appelle des rebours. Alors les rebours, c'est quoi? Ce sont des installations qui permettent de récupérer le gaz qui est produit en local et qui n'est pas consommé en local. C'est notamment le cas en été, parce qu'on a moins besoin de gaz en été et il est produit par les méthaniseurs. Donc on le récupère, on le réinjecte dans nos réseaux pour qu'on puisse soit l'utiliser ailleurs, soit le stocker. Voilà. Donc on construit aussi ce type d'installation pour accompagner l'arrivée et le développement du biométhane. Et puis j'aimerais finir par dire que le biométhane, et merci d'en avoir parlé parce que c'est quand même très important, c'est un facteur de souveraineté. Voilà. Encore une fois, zéro dépendance géopolitique. Bon, ça, c'est la première des molécules. Après, nous travaillons aussi à développer des infrastructures de transport et de stockage à la fois d'hydrogène et de CO2. Donc, sur l'hydrogène, on est notamment impliqué dans un projet qui s'appelle Barmar, qui est une liaison de transport d'hydrogène entre Barcelone et Marseille par la mer, qui est un projet franco-espagnol et qui est chargé de transporter 2 millions de tonnes d'hydrogène. Ça correspond à peu près à 10% de la consommation européenne. Depuis la péninsule ibérique, qui est un fort producteur d'hydrogène, jusqu'à l'Allemagne, qui est un fort consommateur d'hydrogène, en passant par la France, qui à la fois produit et consomme, mais qui est aussi net excédentaire. Voilà, et le deuxième projet sur lequel on travaille, il est sur notre territoire, il s'appelle ISO, c'est aussi un projet de transport et de stockage. Transport pour connecter des hubs de production et de consommation entre eux, et stockage, parce que le stockage va permettre aussi d'apporter de la flexibilité à tout le corridor, parce que tout ça fait partie du corridor H2Med européen, et donc soutenu par la communauté européenne. Et puis la troisième molécule, le CO2. Alors j'aimerais qu'on change de regard sur le CO2 en fait, puisque le CO2 c'est une opportunité. La première des opportunités, c'est de décarboner les plus gros émetteurs de CO2 et qui ont des émissions qui sont incompressibles. Et eux, il faut qu'on leur trouve des solutions pour capter, transporter et stocker leur CO2. Voilà, donc ça permet de décarboner un certain nombre d'industries françaises. Et la deuxième chose et la deuxième opportunité que j'y vois, c'est de valoriser le CO2, et le CO2 biogénique, parce que dans le CO2, il y a aussi du CO2 qui est notamment émis par des papetiers, qui est considéré comme étant biogénique. Et ce CO2-là, on peut l'utiliser notamment pour fabriquer des e-fuels, on en parlait tout à l'heure, des e-carburants, notamment pour décarboner l'aviation et le maritime. Donc les e-fuels, c'est à base d'hydrogène et de CO2. Voilà. Et donc, on travaille sur ces 3 molécules, biométhane, hydrogène et CO2, et on est vraiment rentré dans le concret, en fait. Le biométhane, on a déjà construit des rebours, et on a encore beaucoup de projets de construction qui sont en cours. Et puis, comme je disais, sur les projets hydrogène et CO2, pour certains, on est rentré dans la dernière phase d'engineering
avant la phase de construction. Et tout ça, aujourd'hui, on le fait sans grande visibilité, en fait. Et on a quelques défis à surmonter par rapport à ça. Le premier, c'est effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, le cadre réglementaire et régulatoire qu'on doit vraiment avoir pour pouvoir avancer plus en avant. Le deuxième, ça va être de trouver des modèles de financement et un modèle économique viable, d'autant plus qu'en phase de lancement, les coûts sont élevés, mais la demande peut être encore limitée. Et donc, ça pose la question du partage de risques pour les opérateurs. Et il y a des pays qui ont déjà répondu à ce partage de risques. Je pense notamment en Allemagne, puisque l'Allemagne a accepté de prendre à sa charge 76% du risque potentiel pour des infrastructures, notamment d'hydrogène. Voilà. Et puis la troisième chose, le troisième défi, ça va être le défi de l'acceptabilité. Parce que c'est bien clair, s'il n'y a pas d'acceptabilité, il n'y aura pas de projet. Voilà. Donc ça nous oblige à énormément expliquer et à communiquer sur ce qu'on fait, pas à pas et en totale transparence. La transparence, c'est aussi extrêmement important pour établir cette relation de confiance, pour que l'acceptabilité, finalement, pour nos projets soit là. Voilà, donc, en conclusion, si je peux faire un petit mot de conclusion, j'espère que je vous ai convaincu que le gaz a toute sa place dans le mix énergétique et qui sera lui aussi, et à terme, 100% renouvelable et bas carbone, et qu'il a effectivement toute sa place et qu'il apporte de la flexibilité au système. Merci beaucoup Carole. Solutions technologiques, vous l'avez évoqué, solutions aussi de partenariat, transition toute faite vers vous Isabelle. Au-delà de cette partie et de ces leviers technologiques, y a-t-il des solutions plutôt sous l'angle innovation, plutôt sous l'angle investissement qui existent dans cette même logique? C'est vrai que l'énergie et la décarbonation et sa compétitivité, ça passe aussi par des nouvelles technologies. J'en parlais tout à l'heure, quand on passe d'une raffinerie à une bioraffinerie, d'abord en termes d'innovation technologique, quand vous démarrez la première, je peux vous dire, vous ne mettez pas 15 jours. C'est un peu compliqué, on ne connaît pas. Il faut former tout le monde, donc il y a un enjeu d'investissement, mais il y a aussi un enjeu de compétences. Et puis, il y a un enjeu de partenariat. Quand vous passez d'une raffinerie à une bioraffinerie, parce que vous traitez de la biomasse, vous traitez des déchets, vous traitez des huiles alimentaires usagées, en fait, vous réduisez votre CO2. Donc, passer d'une raffinerie à une bioraffinerie, vous abattez 80% du CO2. Mais pour avoir cette biomasse, il faut nouer des partenariats. Donc, qui est dans la collecte d'huile alimentaire usagée? Je peux vous dire que là, on va démarrer dans 6 mois la 2e bioraffinerie. En tout, ça fera 1 million de tonnes de biocarburants produits en France. Il en faut en manger des frites pour pouvoir alimenter nos bioraffineries quand même. Donc ça, c'est quand même un enjeu. Il a fallu créer des filières de collecte. Et donc, on a pris des partenariats avec des partenaires que nous ne connaissions pas, qui étaient les spécialistes de la collecte de déchets. Alors, il nous faut du gras, il faut des lipides pour faire des biocarburants. Donc, c'est tout ce qui est huile alimentaire, graisse animale, pour pouvoir le faire. C'est un peu nouveau pour nous. Non seulement la techno, mais aussi les filières d'intrants. Ensuite, Carole en parlait, le CO2 biogénique, je vais prendre celle de la Maine, donc c'est notre bioraffinerie désormais à côté de Marseille. On va capter le CO2 biogénique pour le réinjecter dans le process, parce que nous, c'est ça, on ne peut pas remplacer par de l'électricité, on ne peut pas électrifier le système de distillation. Donc, on est obligé de décarboner notre hydrogène. Donc, on va capter ce CO2 biogénique, on va le réinjecter dans le système, ça va nous permettre d'abattre encore un peu plus les unités de carbone. Et puis la dernière étape, ça sera de l'hydrogène vert alimenté par de l'électricité bas carbone et stocké dans un électrolyseur. Et on aura terminé l'intégralité de l'abattage complet du CO2 de cette unité. Ça allie à la fois décarbonation, nouvelles molécules et chaîne de valeur. À condition que la réglementation soit pérenne. Là, je peux vous le dire, j'en parle assez facilement et à Bercy. On attend la réglementation qui est la déclinaison, qui s'appelle l'IRIC, qui est la déclinaison de la réglementation d'incorporation dans les carburants de biocarburants.
Aujourd'hui, avec les lois spéciales, etc., là, pas mal de choses ont sauté. Il nous faut absolument cette obligation d'incorporer des biocarburants dans les carburants au 1er janvier prochain. Ça s'appelle l'IRIC, le véhicule pour pouvoir le porter. Et aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité. On est en juin 2026, vous voyez, on vit dangereusement. Nous, on a investi 500 millions quand même dans une unité qui doit démarrer dans 6 mois. Donc, c'est un vrai sujet. Un deuxième enjeu pour nous, c'est le biogaz. Donc là, les partenariats, c'est le monde agricole et l'agroalimentaire. On traite des déchets agricoles, on traite des déchets des déchets de maïs, etc., de l'agroalimentaire quand ils sont périmés. Et on les traite. Effectivement, ça nous permet de remplacer le gaz par du biogaz et à la fois de remplacer des cultures avec des engrais fossiles par des engrais non fossiles. Donc ça a cette vertu, c'est un changement de paradigme pour nous. Là encore, on va reparler du réglementaire. On pourrait augmenter assez vite pour nous la production d'un certain nombre de nos unités, on en a 8 sur le territoire français. En fait, on pourrait les dégoûter. Donc, Tunalac, ce qui est quand même assez intéressant, c'était quand même le réservoir de gaz naturel historique de la France dans les années 50, qu'on a quasiment arrêté et qu'on reconvertit. On fait notre plus grande unité de biogaz s'y trouve. Le problème, c'est qu'on ne peut plus, on n'a pas de possibilité d'obtenir des stockages déportés pour stocker ces digestats. Il faudrait épandre, mais enfin, vous n'êtes pas, au moment où vous le produisez, les agriculteurs n'en ont pas forcément besoin pour l'épandre tout de suite. Et comme ils sont en statut de déchets, parce que historiquement, il n'y avait pas d'utilité, en fait, le statut de déchet, je peux vous dire que pour avoir des autorisations, vous pouvez sortir les rames. Donc ça, c'est un deuxième enjeu qu'il faut que vous ayez bien en tête quand on se retrouve dans ces situations. Troisième sujet, les collectivités, l'acceptabilité, moi j'appelle ça les sujets PUMA, projet utile mais ailleurs. Donc en fait tout le monde veut décarboner, veut du bas carbone, mais personne ne le veut en face de chez lui, sauf qu'à un moment donné on n'est pas sur un territoire, c'est pas les États-Unis la France quoi. Donc il va quand même falloir trouver aussi ces enjeux d'acceptabilité, trouver du foncier pour pouvoir produire cette énergie bas carbone. Et puis l'innovation, bon quand on transforme une raffinerie en bioraffinerie, il y a de l'innovation derrière. Mais au-delà de ça, on travaille aussi, alors on est leader dans la mobilité électrique pour la recharge haute puissance. Ça, c'est important pour nous, puisqu'on a 3300 stations-service et qu'un certain nombre d'entre elles, quand elles ont une place suffisante pour avoir un îlot carburant et à la fois des bornes de recharge, c'est ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faut se positionner sur la haute technologie. Vous savez qu'on a une filiale qui s'appelle Saft, qui a rejoint Total Energy il y a 10 ans. Et qui est leader dans la batterie de haute technologie et qui parfois essaye d'avoir un train d'avance sur nos grands concurrents de l'Est du monde. Et hybrider un gros porteur, un avion, un gros porteur, tout le monde disait que l'électrifier c'était quand même impossible. En fait, on a fait un programme de recherche avec Safran et on a présenté il y a quelques mois au Salon du Bourget, l'année dernière, pile il y a un an, une batterie qui va pouvoir se coupler avec un moteur de Safran qui va nous permettre d'hybrider le décollage, l'atterrissage et le roulage. Et quand vous faites l'Allemagne, l'Angleterre, en fait, 80% de l'énergie consommée par ce gros porteur, c'est le roulage, décollage, atterrissage, roulage. Donc en fait, il faut croire aussi dans la technologie, on s'améliore. Les partenariats, c'est important. La recherche et le développement, c'est important. On est dans le pays du crédit impôt recherche. Je crois que si on a autant d'innovation et si on est aussi bon en maths, c'est parce qu'on sait innover et parce que tout ça est vertueux. Donc je pense qu'il faut aussi avoir confiance dans nos ingénieurs. Et puis peut-être aussi sur les batteries. On va inaugurer bientôt la production de batteries solides. Ça aussi, en termes de sécurité, en termes de stockage, ça permettra aussi à un Français. Donc je pense qu'il faut croire aussi à nos entreprises françaises. Et quand une entreprise française qui est grande comme celle de Total Energy investit quelque part, quand elle fait une ferme solaire de 10 MW, 80% des marchés sont des PME locales. Donc je pense que ça aussi, c'est la souveraineté de nos territoires, c'est la souveraineté de notre pays et tout ça, c'est vertueux à condition que tout le monde s'y mette. Mais tout le monde, du politique à l'agriculteur, à la collectivité, à l'industriel, à l'entreprise et à toutes les fédérations qui nous soutiennent et nous fédèrent.
Merci Isabelle. Tout le monde s'y met, donc meilleure visibilité, projet d'infrastructure accru, Puma, projet utile meilleur, je ne connaissais pas cette expression, mais pour autant des projets on en a besoin. Donc Isabelle, je me tourne vers vous. Comment accélérer en fait ces projets d'infrastructure sans compromettre la résilience, l'acceptabilité et la maîtrise des dépendances matières? Vaste question. Moi, j'ai envie de reprendre juste 2 secondes de recul. Quel est le point commun entre les transitions énergétiques de la Chine ou du Brésil? L'une focalise sur l'électrification massive avec des terres rares, etc. L'autre sur des biocarburants. C'est les ressources. Donc en fait, il faut qu'on commence aussi par faire le job de se dire c'est quoi notre diagnostic, de quoi on dispose. Et donc je partage complètement le point de on a des ingénieurs, on a des ressources, on a des compétences et voilà, c'en est une. Certes, c'est pas des terres rares, etc. Il y en a aussi, hein. On a un peu de lithium dans les sols, etc. Et ce diagnostic-là, il est essentiel pour guider toutes les décisions derrière de développement, d'innovation, etc. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on avait fait un festival sur le thème du futur du déjà là. Et donc j'aime beaucoup ça aussi parce que oui, on a besoin d'innover, oui, on a besoin de mettre de l'hydrogène et du CO2 dans les avions qui transitent par les plateformes de Vinci Airport, etc., etc. On teste d'ailleurs la recharge à induction sur les autoroutes, pour recharger les batteries en roulant, et ça fonctionne. Pour l'instant, les tests sont concluants. Donc il y a à la fois de l'innovation, et il y a à la fois aussi des compétences qu'on a, parce que finalement, ce qui va faire la différence, c'est aussi d'être capable de rouler et de se recharger régulièrement en véhicule électrique. C'est pour ça que le réseau de Vinci Autoroute, c'est 55 bornes pour 100 km. Alors, grâce à des partenaires comme évidemment Total Energy sur l'installation, mais on est largement le numéro 1 en Europe, UK compris, en densification des bornes de recharge. Et on continue parce qu'il va encore falloir faire un effort de x6 à x7 pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la mobilité sur autoroute. C'est des questions de réemploi. Je reviens sur les matériaux critiques. Le câble de réemploi, ça fonctionne. On en a mis en œuvre déjà 50 km l'année dernière. Donc finalement, dans les bâtiments, etc., quand on a à faire des réhabilitations lourdes, des déconstructions, reconstructions, on va récupérer des matériaux et les faire fonctionner. Ça met du temps dans la structure d'une entreprise pour changer un peu de modèle, pour se dire je vais organiser une chaîne de valeur différente, ce que d'autres font aussi sur du supply. Et c'est les compétences, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas mettre par terre et dire on va changer comme ça d'un tout au tout certains volets industriels pour d'autres. Il faut utiliser en fait les compétences de nos collaborateurs. Et donc par exemple, nous, passer de une construction bâtimentaire plutôt en béton armé à de plus en plus de construction bois, ça veut dire qu'on ne va pas recruter que des jeunes nouveaux qui vont faire du bois. Non, il faut massivement investir dans la formation de nos collaborateurs qui, quel que soit leur âge, dans l'ensemble de la chaîne de nos salariés, soient capables effectivement de désormais adresser la mixité des matériaux. Et donc ça, on va le trouver là-dessus, on va le trouver sur la rénovation. Voilà. Donc finalement, j'aime bien cette expression de futur du déjà là, à se dire c'est aussi une conversion d'infrastructures existantes. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on a besoin, c'est de continuer à aider ces infrastructures à transitionner vers un monde plus bas carbone, plus souverain, plus indépendant, plus tout ce qu'on veut, et certainement compétitif en même temps. Et en même temps résilient au niveau de l'adaptation au changement climatique, parce que pour le coup, on a tout à faire. Je pense que on vient de vivre une certaine vague de chaleur. Il y en a d'autres qui se préparent. Il y en aura d'autres dans les années futures. Et en gros, nos infrastructures ne sont pas prêtes à date. Et ça veut dire qu'il faut partager les méthodes le plus possible, écouter la science. Mais moi, c'est pas mon rôle de définir les scénarios climatiques, en fait. C'est plutôt celui derrière de les appliquer. Et ça veut dire que là aussi, on fait du collectif entre plusieurs opérateurs. Donc, on s'est regroupé dans un tout petit groupe informel pour l'instant entre opérateurs d'infrastructures. En 10 ans, on a tous fait des choses en termes d'évaluation des impacts du changement climatique. On a tous des solutions à apporter. Comment, dorénavant, le faire un petit peu plus ensemble. Donc, on étudie un territoire en ce moment pour essayer de se projeter là aussi sur des solutions extrêmement concrètes. Donc, je dirais qu'on a aussi cette différence de temps, c'est-à-dire qu'il faut continuer à innover évidemment parce que la décennie qui arrive après 2030 sera encore plus dure en termes de besoins de solutions et de transformation, mais il faut aussi continuer à mettre en œuvre ce qui est déjà à notre portée. Allez, merci Isabelle. Pour conclure, Christine, je me tourne vers vous. Je vous donne le mot de la fin. On a parlé tout à l'heure de la partie réglementaire, contractuelle, mais quels sont les leviers aussi de ce côté-là pour gérer cette dépendance côté énergétique ?
Alors les solutions, il me semble qu'on ne va pas aujourd'hui réinventer l'eau chaude. Il y en a 3 de catégories. Il y a soit je fais moi-même, soit je fais faire par d'autres en leur imposant quand même les règles qui sont les miennes, devoir de vigilance oblige, soit je fais avec des alliés, voire des amis. Mais enfin, en général, dans les relations internationales, on a rarement des amis, mais on peut quand même avoir des alliés. Alors, faire soi-même, la France occupe une place tout à fait exceptionnelle en Europe, puisque nous sommes producteurs d'énergie. Nous produisons grâce aux ENR, nous produisons grâce au nucléaire, et nous faisons du biogaz. Donc c'est pas mal quand même. Et donc ça garantit notre autonomie souveraine. Ça garantit aussi le fait que nous soyons attractifs, notamment pour les acteurs du numérique. C'est bien parce qu'aujourd'hui nous avons de l'électricité en abondance, que nous avons des réseaux résilients, contrairement à d'autres que je ne nommerai pas, qui n'ont guère investi parce qu'ils n'ont pas de régulateur qui leur a imposé un certain niveau d'investissement régulier dans les réseaux. Je prends mon ancienne casquette, excusez-moi. Mais nous avons ces avantages compétitifs qui nous permettent quand même de dire qu'on peut être souverain en France, que souveraineté énergétique et souveraineté numérique peuvent tout à fait se concilier parce qu'on est en capacité. Et j'oublie aussi le développement des ENR stockables, notamment parce que si effectivement le stockage est la valeur économique fondamentale du gaz, c'est aussi celle de la géothermie, c'est aussi celle de la biomasse. Donc développons effectivement des ENR qui sont stockables, produisons et continuons à le faire de l'énergie décarbonée, ça nous permettra d'accélérer l'électrification de ce qui peut être électrifié. Ce qui ne peut pas l'être, le processus industriel du ciment, faisons de la capture carbone ou faisons évidemment de l'hydrogène. Nous sommes en capacité de le faire. Donc moi, je suis tout à fait optimiste. D'autant que nous avons réussi à faire renaître des filières qu'on pensait évidemment après la catastrophe de Fukushima complètement condamnées, que ce soit le nucléaire classique ou les SMR. Il faut se fixer des objectifs ambitieux au niveau européen, mais je dis ambitieux, pas irréalistes. Parce qu'à force de se fixer des objectifs qu'on n'atteint jamais, évidemment, on décourage complètement les meilleures volontés. De ce point de vue-là, l'introduction de la préférence européenne dans les marchés publics, pour moi, va changer fondamentalement la donne. Concernant les métaux critiques et les terres rares, eh bien, on a une directive qui s'appelle le Raw Material Act et qui nous donne un certain nombre d'éléments sur le plan réglementaire. C'est vrai que ce serait mieux de recycler les canettes d'aluminium, par exemple, aujourd'hui, plutôt que de les jeter voilà, à la poubelle. Ça a un sens. Ça a un sens de refaire de la France un pays minier. Je vois que les projets miniers dont on pensait que leur acceptabilité sociale était quand même extrêmement limitée, continuent quand même leur petit bonhomme de chemin. Imerys exploite du lithium en France. On a découvert de l'hydrogène naturel en Alsace et on pense qu'on pourra l'exploiter. Donc financer évidemment l'innovation. Je ne vous refais pas le rapport Draghi. Isabelle a parlé beaucoup de ce sujet. Et accélérer toutes les procédures qui nous permettent d'adopter, de diffuser le plus vite possible de l'innovation. Faire en imposant évidemment nos règles, on peut développer des projets miniers à l'international. Eramet le fait, Solvay réouvre une usine à l'international. Le groupe Arverne développe de la géothermie partout dans le monde. Mettre en place des partenariats privés, Infravia est en charge de gérer un fonds pour justement les terres rares et les matériaux critiques. Continuons à faire. Et enfin, troisième temps, choisissons nos alliés. Donc, nous avons aujourd'hui, et nous sommes à l'origine d'une alliance pour le nucléaire. Nous sommes en capacité de conclure des partenariats internationaux sur les matériaux critiques. Je vous renvoie au G7 de Toronto. Je vous renvoie à tout le travail que fait l'OCDE. Sur les énergies fossiles qu'on ne produit pas, on sait ce qu'il faut faire depuis la guerre en Ukraine. Il faut diversifier, il faut mitiger nos risques. Il ne faut pas avoir simplement Poutine pour nous livrer évidemment du gaz. Il faut stocker et il faut produire plus de biogaz pour éviter les coûts échoués, mais Carole l'a dit, des réseaux gaziers. Enfin, on peut conserver notre souveraineté et notre capacité de décision en créant des alliances pour acheter des matériaux critiques à de meilleurs prix, sans être dépendant totalement, effectivement, des Chinois. Et nos partenaires privilégiés, l'Ukraine, l'Australie, le Canada, peuvent aussi nous aider à bâtir cette politique d'autonomie et cette politique de souveraineté. Donc, le mot de la fin, c'est, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. De toute façon, le pessimisme, c'est la raison paresseuse.
parce qu'on est pessimiste, parce qu'on n'a pas envie en fait de faire quelque chose. Il faut être fier des atouts qui sont les nôtres. Il faut être fier de notre compétitivité prix sur le plan énergétique, et il faut la défendre à tout prix, parce que la compétitivité prix, comme vous le savez, l'énergie, c'est pas simplement un secteur de l'économie, c'est toute l'économie. Toute l'économie dépend, alors en fonction des activités, plus ou moins des prix de l'énergie, mais toute l'économie dépend des prix de l'énergie. Donc il n'y a pas d'économie prospère si nous n'arrivons pas à maintenir ensemble ce degré d'innovation, ce degré d'indépendance et ce degré effectivement de compétitivité. Sur ce, on a complètement dépassé le temps imparti, mais c'est pas grave. Qui était trop court. C'est pas grave, on nous pardonnera. Merci encore pour la richesse des échanges. Et un grand merci aussi pour les perspectives qui étaient intéressantes. Merci. Nous pouvons prendre quelques questions. On peut en prendre ? Ok. S'il y a quelques questions, on me fait signe qu'on a toujours le temps, donc profitons-en. Prenons encore 5 minutes pour le dialogue. Des commentaires et des questions sont les bienvenus. Merci pour toutes vos présentations inspirantes. J'ai peu entendu le mot efficacité énergétique et je me demandais si mon cerveau n'avait pas bien capté ou ça n'avait pas été le sujet central par rapport à tout le sujet du verdissement, des ENR, de l'indépendance, etc. C'est parce qu'en fait, on n'a pas abordé la décarbonation complète d'un site. Je vais vous prendre la décarbonation de notre site de batterie à Bordeaux, par exemple. On a électrifié tout ce qu'on a pu, des chaudières, des boilers, etc. On a isolé. Donc, on a de l'efficacité énergétique. On a mieux réglé un certain nombre de nos matériels et de nos machines pour réduire notre volume d'énergie. Et évidemment, tout ça a contribué à décarboner. Quand vous électrifiez, que vous réglez mieux, que vous isolez, en fait, il y a de l'efficacité énergétique en plus de la décarbonation de nos sites. Donc ça, c'est quand même hyper important. C'est pareil sur nos raffineries et sur nos bioraffineries. On électrifie un maximum, mais il y a aussi un gros enjeu de réglage, un gros enjeu d'isolation, un gros enjeu de pilotage de l'efficacité énergétique pour réduire aussi cette facture énergétique et ce volume d'énergie qu'on consomme moins, puisque vous réduisez évidemment vos déperditions par votre efficacité. Donc ça fait partie de ce que nous faisons. On a mis un plan, en fait pour la petite histoire, on a mis en place un plan de 100 millions il y a 3 ans en France pour proposer à toutes nos équipes, on est 35 000, il y a un tiers de nos effectifs qui sont sur le territoire français, pour que nos effectifs puissent financer des projets. Et donc, les premiers présentants des projets intéressants d'efficacité énergétique étaient les premiers servis. Et donc là, on va refaire un plan parce que ça nous a permis de réduire nos émissions. Bordeaux, on est à plus de 37% de réduction. Peut-être effectivement sur un petit focus bâtiment, il y a encore des poches d'efficacité énergétique impressionnantes. Nous-mêmes, on a plus de 1500 bâtiments de bureaux dans les différentes équipes en France. On a fait 55% de réduction des consommations d'énergie depuis 2019, donc c'est quand même assez court, en 5-6 ans. Et c'est des services qu'on vend à nos clients. Et aujourd'hui, encore, avec des optimisations, etc., on a des entités du groupe qui disent, moi, je vous garantis au moins 20% de réduction des consommations, en fait. Donc, avant même de penser à effectivement la substitution. Donc, il y a des poches d'énergie. On a des solutions avec de l'IA qui permettent d'aller encore plus loin, chercher quelques pourcents de plus sur des prédictions d'usage, etc. Donc, oui, c'est clairement un énorme volet et très certainement qui s'active en même temps que la substitution. On peut faire 1 heure de plus sur les solutions. Merci Isabelle. Oui ? Oui, bonjour, je suis Tania Bénédicte Mbaka, la présidente de l'ONG Migration et Climat International. Donc moi j'avais juste une question, c'était sur l'acceptabilité. Il me semble qu'on s'était rencontrés à Bordeaux à l'époque et c'était... Donc, félicitations pour tout ce qui est innovation sur l'IR&D et ainsi de suite. Mais finalement, on commence à avancer. Et comme on le disait tout à l'heure, est-ce que vous avez mis des choses en place où
y a-t-il encore un verrou qu'il nous faut avancer sur cette acceptabilité afin que nous puissions atteindre tout simplement les objectifs? Parce que de l'autre côté, on avance, on vous demande de l'innovation, donc félicitations sur ce que vous mettez en place. De l'autre côté, quand on prend en compte des coopérations ou ainsi de suite, elles peuvent être rejetées ou incomprises. Donc je me disais, n'est-il pas aussi le temps, même si effectivement on a beaucoup sensibilisé, on a beaucoup informé, je voulais savoir, n'est-il pas temps en fait qu'on puisse travailler ensemble sur cette fameuse acceptabilité, histoire qu'on avance en même temps et pour aller un peu plus loin. Merci bien. Je pense qu'il n'y a pas de remède miracle. Je réponds juste parce qu'on a certains grands projets avec parfois des zadistes, etc. Donc effectivement, il y a des vraies questions d'acceptabilité de certains projets. Le Puma, on le connaît bien aussi chez nous. Simplement, quand on prend le temps de la concertation, du dialogue de façon très très précise, et je prends un exemple sur l'éclairage urbain. L'éclairage urbain, c'est pas facile de faire un équilibre entre le sentiment de sécurité et la trame noire, par exemple, pour faciliter la biodiversité nocturne. Et en fait, on y arrive avec des études sociologiques, en allant chercher sur les territoires. Donc c'est beaucoup de travail et c'est pas nécessairement ce qu'on avait l'habitude de faire en tant qu'ingénieur qui déroule des solutions techniques. On passe à des LED, on change la couleur et tout d'un coup, on se retrouve à finalement, il faut se rapprocher des usagers. Et donc effectivement, il n'y a pas de recette miracle, mais avec de la persévérance du temps, on arrive quand même à faire passer certaines choses. Peut-être juste un petit mot par rapport à l'acceptabilité en cours sur le projet Barmar. En fait, on a saisi la CNDP et on est en train de faire une concertation préalable. Ça représente 25 réunions sur tout le littoral. Ça a démarré le 6 mai et ça doit finir début juillet. Et pour l'instant, ça se passe bien. On a des questions techniques auxquelles on répond pas à pas. Et on n'a pas d'opposition à ce stade. Donc les gens écoutent, mais ça nécessite beaucoup de préparation. Et ça nécessite beaucoup de transparence et beaucoup d'apport d'éléments techniques pour répondre aux différentes interrogations. Voilà. Allez, merci encore à toutes et à tous. Émilie. Un grand merci pour vos interventions.